Économie Le Max sur i24 News, bienvenue à tous, voici les titres de cette édition. Plage, samba, croissance économique, tout semblait aller pour le mieux. Et puis soudain, cet été, des marées humaines en colère. Le Brésil fait davantage parler de lui ces derniers temps en raison de la contestation sociale que pour son football. Alors que se passe-t-il à un an de la Coupe du Monde? Coup de projecteur dans un instant sur une réalité très éloignée, vous le verrez, de la carte postale. Et puis nous évoquerons le trafic de drogue en seconde partie d'édition. 400 milliards d'euros de revenus annuels au niveau mondial selon l'ONU. Gros plan aujourd'hui sur ces réfugiés syriens au Liban. Bien souvent, travailler dans les fermes illicites de cannabis reste pour eux l'une des rares options pour gagner leur vie. On voit tout cela dans quelques minutes. Et d'abord, cette bonne nouvelle pour l'activité en Europe avec la publication ce lundi de l'indice PMI manufacturier pour la zone euro, 51,6, vous le voyez pour le mois de novembre, au-dessus de la barre des 50. Cet indice, on le rappelle, signale une croissance de l'activité. C'est donc le 5e mois consécutif de progression. Et ce chiffre, 51,6, est le plus élevé depuis juin 2011. Dans le détail, la composante des nouvelles commandes à l'exportation atteint 54. Là encore, il s'agit d'un plus haut depuis 18 mois. Un bémol, la France ne profite pas de cet élan européen puisqu'elle affiche un score global de 48,4, synonyme de nouvelle contraction de son activité manufacturière. Paris qui reste au cœur des préoccupations concernant la santé économique de la zone euro selon les auteurs de cette étude. En Asie, la Chine fait un nouveau pas vers plus de libéralisme. La Commission chinoise du contrôle boursier vient d'annoncer la réforme du système d'introduction en bourse. À la clé, la levée des blocages imposés il y a tout juste un an. Jusqu'ici, l'entrée en bourse nécessitait une approbation administrative, un processus complexe de demande d'enregistrement et d'examen qui pouvait prendre au final plusieurs années. Désormais, c'est le marché qui sera seul juge de la qualité d'une entreprise souhaitant être cotée. Cette dernière se contraindra de présenter des éléments comptables. Cette réforme pourrait mettre fin au traitement de faveur des grands groupes publics chinois. Et puis à signaler toujours concernant la Chine, l'indice PMI manufacturier, là aussi, pour le mois de novembre, 50,8 en version définitive contre 50,9 en octobre. On reste en Asie et après de longs mois d'hésitation, la Corée du Sud envisage aujourd'hui de rejoindre le processus de négociation autour du TPP, le partenariat transpacifique. Il s'agira, s'il aboutit, de la plus vaste zone de libre-échange de la planète, puisqu'elle inclut en potentiel 40% du PIB mondial. États-Unis, Japon, Australie ou encore Mexique font partie de la douzaine de nations qui y participent. Pour Séoul, cet engagement était le souhait des grands industriels coréens, mais pas celui du secteur agricole qui redoute l'ouverture des frontières aux productions étrangères. Pour les partisans du TPP, ce partenariat pourrait faire gagner au pays 2,5 points de PIB d'ici une dizaine d'années. La Corée du Sud, 7e exportateur mondial, 15e puissance économique, doit désormais obtenir l'aval de sa candidature par chacun des autres participants. Enfin, au Japon, les entreprises recommencent à investir comme avant la crise de 2008. Pour l'exercice 2013-2014, leurs investissements devraient progresser de 13,1% sur un an, du jamais vu depuis 2005-2006. Une récente étude menée auprès d'environ 1400 sociétés indique que celle-ci prévoit d'investir l'équivalent de 190 milliards d'euros, une conséquence de l'amélioration de la conjoncture sous l'impulsion des politiques très volontaristes, on le sait, du Premier ministre Shinzo Abe. La triple catastrophe de 2011, séisme, tsunami et accident nucléaire, tout comme la faillite de Lehman Brothers en 2008 avait provoqué du côté de Tokyo un déclin de l'investissement. Souvenez-vous, c'était il y a 5 mois à Rio, Brasilia, Belém, Sao Paulo. Les Brésiliens se rassemblaient par dizaines de milliers, non pas dans les stades, mais dans les rues. À tout juste un an du coup d'envoi du mondial de foot, surgissait brusquement le revers de la croissance spectaculaire des années 2000. Prix des transports, système de santé, d'éducation, corruption. La facture de la Coupe du Monde, 8 milliards d'euros, mais aussi celle des JO 2016 à Rio, révolte nombre de Brésiliens. De quoi pousser le gouvernement à revoir ses priorités. Avant d'en parler avec Paul Dietchi, on regarde ensemble cette analyse. Juin 2013, en pleine Coupe des Confédérations, le Brésil se soulève. Plus d'1 million de personnes dans les rues, des manifestations historiques comme le pays n'en avait pas connu depuis 20 ans. Ce qui a mis le feu aux poudres, une hausse du prix des transports publics. La facture salée des constructions des stades n'a fait qu'attiser la colère des Brésiliens. Il y en a assez de la corruption qui est responsable de la précarité du système de santé publique, qui tue les gens dans les files d'attente des hôpitaux et qui prive les enfants d'école.
Nous voulons que ces hommes politiques corrompus aillent en prison et soient jugés pour la misère qu'ils ont créée durant des décennies. Face à la fronde sociale, le gouvernement a annoncé une série d'investissements pour améliorer les services publics. Malgré tout, les manifestations ont continué ces derniers mois, mais dans une moindre ampleur, avec quelques milliers de personnes tout au plus. Violences policières, apparition de groupes anarchistes, les scènes de guérilla urbaine à la tombée de la nuit sont devenues monnaie courante. Et en juin prochain, alors que le monde entier aura les yeux rivés sur le pays, certains Brésiliens promettent une nouvelle mobilisation massive. Je veux que la Coupe du Monde soit ici. Vous savez pourquoi? Pour que le monde entier voit la réalité du Brésil. Vous allez connaître la vraie cité merveilleuse. Ce n'est pas celle que vous voyez à l'extérieur. C'est la vraie réalité de Rio que vous allez voir ici, dans les rues. Pendant la Coupe du Monde, le Brésil sera en pleine campagne pour des élections générales pour élire chefs d'État, gouverneurs et parlementaires. De quoi alimenter de probables récupérations politiques pour déstabiliser le gouvernement de Dilma Rousseff. Mais difficile de savoir si les événements de juin dernier peuvent vraiment se répéter. Pour la Coupe du Monde, je pense que c'est très peu probable. La majorité des Brésiliens vont vouloir assister à la Coupe du Monde. Probablement qu'il y aura des manifestations de 50 000 personnes peut-être, ou plus. En Afrique du Sud, il y a eu de grandes manifestations. Pour autant, elles n'ont pas empêché la réalisation de la Coupe du Monde, qui a été une réussite. Début novembre, la crainte de manifestations a conduit à l'annulation pure et simple du Soccerex, la grand-messe mondiale du foot business. Un mini tremblement de terre dans le milieu du sport. Mais les organisateurs du mondial assurent rester confiants et misent sur le sens des responsabilités des contestataires. Manifestez pour les causes qui vous semblent justes. C'est vrai que le pays grandit et qu'il a besoin de réduire ses inégalités sociales. Mais n'oubliez pas que nous sommes en train de faire un événement très intéressant pour notre pays. Alors traitez bien les visiteurs. Des visiteurs qui ne semblent pour l'instant guère découragés. À 6 mois du coup d'envoi, les billets pour la Coupe du Monde s'arrachent comme des petits pains. Voilà, reste à voir maintenant quel paysage économique vont découvrir ces touristes, ces supporters. L'économie brésilienne est toujours considérée comme l'une des plus prometteuses de la planète. 200 millions d'habitants, 2400 milliards de dollars de PIB. Il y a 2 ans, le Brésil a même dépassé le Royaume-Uni au rang de 6e puissance économique mondiale. Mais beaucoup d'inégalités au sein de ce pays membre, on le rappelle, du G20. Alors on va s'intéresser à ce désamour des Brésiliens pour leur mondial de football. Nous rejoignons en ligne depuis Paris Paul Dietchi, historien et sociologue, spécialiste du sport. Vous enseignez à l'Université de Franche-Comté. Bonjour d'abord et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors le Brésil s'active, on le voit en vue de la Coupe du Monde, en vue des JO 2016 aussi. Pourquoi ce pari fou, autant d'investissements pour les 2 événements sportifs les plus médiatiques en moins de 2 ans? Le Brésil savait ce qu'il faisait ou bien il a eu peut-être les yeux plus gros que le ventre? Oui, je crois que pour avoir été au Brésil il y a un peu plus d'1 an, j'imagine que les Brésiliens pensaient que l'organisation des Coupes du Monde et des Jeux Olympiques correspondait désormais à leur nouveau statut de puissance émergente et que ils avaient les moyens et en même temps le devoir de prouver au monde cette émergence à la fois politique et économique, sans se soucier évidemment du problème fondamental qui est celui du Brésil, c'est celui de la répartition de la richesse évidemment. Alors en tout cas, le coût de ces événements a aggravé le sentiment, on l'a vu, le sentiment d'injustice. Vous connaissez bien les phénomènes sociaux au Brésil. On a souvent le sentiment que le football passe avant tout, mais cette fois, le climat social donne lieu carrément à un rejet du football. Ça peut durer, vous pensez? Alors, disons que ce qui a changé peut-être dans la relation des Brésiliens au football, c'est que beaucoup de leurs meilleurs joueurs jouent à l'étranger. Donc, finalement, il y a moins l'impression peut-être de cette spécificité qui est celle du Brésil, de la relation du Brésil au football. Ensuite, il y a aussi certainement l'essor de l'éducation, la volonté de développer une société civile où l'on discute, où l'on échange. Et à partir de ce moment-là, bien évidemment, la passion pour le football est relativisée. Et ce qui apparaît au premier plan, ce sont les problèmes qui sont concrets. D'autant que peut-être on construit des stades qui sont totalement surdimensionnés aux besoins de certaines villes et de certains clubs. En tout cas, la crise, on a l'impression qu'il remet un petit peu les choses à leur place. Est-ce que vous pensez que la crise économique, ça peut peser sur l'intérêt du grand public envers le sport en général? On n'a pas encore l'impression que la crise influe réellement sur les revenus publicitaires et sur les salaires des stars. Non, sur les grands événements comme la Coupe du Monde, je pense qu'il y a un phénomène d'émotion, de recherche de l'émotion.
d'être ensemble, qui fait que ce sont des événements qui sont toujours aussi populaires, surtout si ils sont retransmis par des télévisions qui ne sont pas câblées, qui sont accessibles à tous et à toutes. En revanche, à mon avis, c'est quelque chose qui peut toucher davantage en Europe, une économie qui repose sur des télévisions par satellite, sur des programmes qu'il faut acheter, sur également des places dans les stades de football qui sont de plus en plus chères. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a quand même une partie des passionnés de football qui sont exclus de leur passion. Il y a des conséquences. Merci Paul Dietschy pour toutes ces explications. Je vous en prie. Comment survivre sans papier, sans permis de travail au Liban? La drogue est devenue pour beaucoup de réfugiés syriens une solution presque forcée, illicite. Les fermes de cannabis sont pourtant en plein essor et profitent de l'absence des autorités locales, bien plus préoccupées ces temps-ci par le conflit syrien qui déborde régulièrement, on le sait, à la frontière libanaise. Le trafic, vous allez le voir, reste périlleux et les tarifs sont ajustés en conséquence. Reportage dans la plaine de la Bekaa avec nos confrères de l'AFP. Samer est syrien, réfugié dans un village libanais de la région de la Bekaa. Après avoir fui son pays en guerre, c'est ici qu'il a trouvé de quoi survivre, avec un travail lucratif mais totalement illicite, la culture du cannabis. Je suis venu de Syrie parce que je mourais de faim. Il y a beaucoup de problèmes là-bas et rien à faire pour gagner sa vie. Je suis venu ici pour travailler dans le hashish parce que ça gagne bien, environ 5000 livres libanaises par heure. Soit environ 4 $ par heure. Au Liban, les produits dérivés du cannabis, notamment sa résine, sont une véritable industrie. Dans le passé, l'État a tenté d'éradiquer cette culture ancestrale, mais cette année, les autorités sont occupées ailleurs, dépassées par le conflit syrien qui déborde leurs frontières. Par les chemins de contrebande, vous pouvez faire passer autant d'herbes que vous voulez. Et tout ça très facilement. Il y a des gens qui aident, parfois grâce à des camions. Et puis si la surveillance s'accroît, alors il y a les animaux, comme les mules. Un commerce illégal qui fait vivre de nombreux Libanais dans cette région. Selon les agriculteurs, la demande a augmenté de 50% en un an. La majorité des stocks est écoulée vers la Syrie, direction l'Europe ou les pays du Golfe, malgré les risques que cela comporte pour les contrebandiers. Tous les trafiquants savent qu'il y a une surveillance et cela les oblige à prendre les routes de montagne qui ne sont pas surveillées, même pas par nous. Aucune force de sécurité ne peut atteindre ces régions disputées. Il y a des bombardements quotidiens là-bas. Ce sont des centres pour l'opposition, mais aussi pour l'armée syrienne. Et avec les risques, le prix augmente, une aubaine pour les trafiquants. Certains peuvent gagner jusqu'à 1,5 million de $ par an. Et les prix du cannabis ne sont pas les seuls à augmenter de façon vertigineuse. On va voir tout cela dans la revue de presse. Le MediaWatch est le spectre d'une nouvelle bulle financière aux États-Unis. Cette fois, c'est un prix Nobel d'économie qui donne l'alerte. Bonjour, Johanna Citruc. Bonjour. Alors, les marchés boursiers et immobiliers sont au cœur des préoccupations. Oui, c'est Robert Shiller, un des 3 chercheurs qui a été récompensé cette année par le prix Nobel de l'économie, qui craint de nouvelles bulles. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué au magazine allemand Der Spiegel. Pour lui, le danger se situe à 2 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est celui du marché boursier américain. Les secteurs financiers et technologiques sont surévalués par rapport à l'économie qui reste faible et vulnérable. Et le deuxième, c'est au niveau du marché immobilier brésilien, puisque ces 5 dernières années, les prix ont beaucoup augmenté, particulièrement à Sao Paulo et Rio de Janeiro. Justement, quel est le risque de cette soudaine envolée, de cette brutale envolée? Alors le problème, c'est que lorsque les prix des titres, des biens ou des actifs augmentent trop, ils deviennent supérieurs à leur valeur réelle et c'est à ce moment-là qu'une bulle se crée. Et le risque, c'est évidemment que la bulle éclate et que les prix chutent de façon vertigineuse. Et quand une bulle éclate, les dégâts peuvent être particulièrement importants. C'est ce qui s'est passé avec la bulle du marché immobilier américain, dont l'éclatement a déclenché la crise financière de 2008-2009, crise financière qui s'est ensuite généralisée en crise économique.
économique. Alors, autre gros dossier du jour, Johanna, gros coup médiatique pour Amazon, le célèbre site de vente en ligne qui pourrait bientôt nous livrer par des mini-drones. Oui, c'est une information du Guardian et c'est Jeff Bezos, le PDG d'Amazon en personne, qui l'a annoncé hier soir lors d'une interview sur la CBS. Le magasin en ligne veut mettre en place dans un futur assez proche des mini-drones pour livrer des colis à ses clients en seulement 30 minutes. Le site internet de l'entreprise a même mis une vidéo en ligne et on y voit effectivement ces petits drones récupérer les colis, s'envoler et ensuite les déposer chez les clients. Et on imagine que tout cela a quand même un prix. Oui, ça risque de coûter cher, mais c'est plutôt un bon investissement puisque les drones peuvent transporter des objets jusqu'à 2,3 kg et ça représente plus de 80% des livraisons d'Amazon. Et puis livrer rapidement, plus rapidement, ça veut dire livrer plus et donc faire plus de profit. Et autre avantage cette fois d'ordre écologique, les drones sont alimentés par des moteurs électriques qui sont moins polluants que les camions de transport. Et à quand alors les premières livraisons à domicile par les airs personnalisées? Alors probablement d'ici 4 ou 5 ans puisque le projet doit d'abord passer des tests de sécurité supplémentaires et avoir l'approbation des autorités de l'aviation américaine. Merci Johanna et à demain pour une nouvelle revue de presse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro d'Économie le Mac sur i24 News et l'info continue. Restez avec nous.